Imaginez un instant que vous vous promenez dans les couloirs dorés de Versailles en 1786. Les lustres de cristal scintillent, les soies de lion chatoient sous la lumière des bougies, et l'air embaume la poudre de riz et l'eau de rose. Vous entendez des rires cristallins, le tintement délicat des coupes de champagne, les conversations raffinées sur l'art et la philosophie. Mais attendez, écoutez plus attentivement. Sous cette symphonie de civilisation, il y a autre chose. Des murmures étouffés, des sanglots à peine audibles, des cris qui s'échappent des caves voûtées, et dans le grand salon, une duchesse en robe de soie bleu pastel mise une bourse pleine de louis d'or sur la durée de résistance d'un enfant de 12 ans. Vous pensez que j'exagère? Que je romande pour le spectacle? Détrompe-vous. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas de la fiction gothique, mais la réalité documentée d'un système si pervers qu'il a choqué jusqu'aux bourreaux les plus endurcis de la Révolution. Nous parlons toujours de Marie-Antoinette et de ses dépenses extravagantes, de ses robes à 1000 écus et de ses fêtes somptueuses. Mais, mes chers amis, si vous croyez que l'histoire s'arrête au collier de diamants et au gâteau, vous n'avez encore rien vu. La véritable corruption de l'aristocratie française ne résidait pas dans ses coffres vides, mais dans ses âmes pourries. Car, voyez-vous, nos nobles du XVIIIe siècle ont accompli quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. Ils n'ont pas simplement toléré la dépravation, ils l'ont érigée en art. Ils n'ont pas seulement abusé de leur pouvoir, ils ont créé une philosophie sophistiquée pour justifier leurs crimes. Et le plus terrifiant, ils ont transformé la souffrance humaine en divertissement de salon avec la même désinvolture qu'ils commandaient un opéra ou organisaient une chasse aux cerfs. Permettez-moi de vous présenter notre premier protagoniste dans cette descente aux enfers dorés, Louis-François Armand de Vignereau-du-Plessis, plus connu sous le nom de duc de Richelieu. Ah, Richelieu, l'arrière-petit-neveu du fameux cardinal, un homme si charmant qu'il séduisait les dames de la cour en récitant Voltaire, si raffiné qu'il possédait la plus belle collection de porcelaine de Sèvres d'Europe, et si méticuleux dans sa cruauté qu'il tenait un registre quotidien de ses divertissements comme un sommelier note ses dégustations. Chaque matin, dans son hôtel particulier du faubourg Saint-Germain, Richelieu consultait ce qu'il appelait sa « carte du jour », une liste soigneusement établie par ses agents, répertoriant les nouvelles acquisitions, des enfants de paysans vendus par leurs parents affamés, des orphelins disparus des hospices, des jeunes gens attirés par de fausses promesses d'emploi. Il les examinait avec la même attention qu'il portait au choix de ses vins, notant l'âge, l'origine, les particularités physiques. Celui-ci pour l'après-midi, celui-là pour la soirée, murmurait-il en trempant sa plume dans l'encre violette qu'il réservait à ses activités les plus personnelles. Mais ne vous méprenez pas sur la nature de ce personnage. Richelieu n'était pas un fou sanguinaire isolé dans sa folie. Oh non, mes amis, il était le produit parfait d'un système, l'aboutissement logique d'une culture qui avait perdu toute notion de limite. Car voyez-vous, quand on possède tout, quand on peut tout acheter, tout commander, tout détruire sans conséquence, que reste-t-il comme plaisir ultime? La transgression absolue. Et pour nos aristocrates du XVIIIe siècle, cette transgression avait un nom, la cruauté philosophique. D'ailleurs, Richelieu n'était que la partie visible de l'iceberg. Prenez le duc Philippe d'Orléans, cousin du roi, qui avait établi ce qu'il appelait pompeusement son académie de perfectionnement moral dans son château de Saint-Cloud. Une académie où de jeunes enfants étaient éduqués selon des méthodes si particulières que les témoins qui ont survécu à la Révolution refusaient d'en parler, même sous serment. Ou encore Madame de Pompadour, l'élégante maîtresse de Louis XV, qui gérait un réseau de pourvoyeurs s'étendant de Londres à Naples, aussi efficace que la poste royale et infiniment plus discret. Mais comment, vous demandez-vous peu, être? Comment des gens si cultivés, si raffinés, si pétris de philosophie des Lumières ont-ils pu sombrer dans de telles abominations? La réponse, mes chers spectateurs, réside dans une perversion particulièrement insidieuse de l'intellect. Car nos aristocrates ne se contentaient pas d'être cruels, ils avaient théorisé leur cruauté. Ils avaient construit une philosophie complète pour justifier leurs actes, s'appuyant sur une interprétation tordue des écrits de Spinoza et de Diderot,
pour arguer que la morale n'était qu'un préjugé populaire, que la vraie noblesse d'âme résidait dans la capacité à transcender ces limitations bourgeoises. Et c'est ainsi qu'en 1748, dans les salons feutrés d'un hôtel particulier de la rue Saint-Honoré, naît officiellement ce qui restera dans les archives secrètes sous le nom de Société des libertins philosophiques. Ne vous laissez pas tromper par l'appellation, mes amis. Il ne s'agit pas là de quelques intellectuels débattant de métaphysique autour d'un verre de Bordeaux. Non, nous parlons d'une organisation criminelle si sophistiquée qu'elle possédait ses propres statuts, sa hiérarchie, ses règlements intérieurs et même son propre budget opérationnel approuvé par Versailles. Imaginez plutôt les hommes les plus puissants de France, ducs et pairs du royaume, archevêques et financiers, se réunissant chaque mois dans un hôtel particulier si bien gardé que même la police corrompue de Paris refusait d'y mettre les pieds, malgré les pots de vin astronomiques qu'on lui proposait. L'élite intellectuelle du siècle des Lumières, celle-là même qui prônait la raison et l'humanisme, transformée en réseau international de trafiquants d'êtres humains. Car, voyez-vous, ces messieurs avaient de la méthode. Les archives découvertes en 1792 dans les caves de l'hôtel révèlent une organisation d'une efficacité terrifiante. Ils tenaient des registres d'une précision comptable, cataloguant leurs victimes comme un marchand de bestiaux note son cheptel, âge, provenance, caractéristiques physiques, aptitudes particulières, durée de service estimée. Ils avaient établi un réseau d'agents dans toute l'Europe, des recruteurs, qui opéraient depuis les orphelinats de Londres jusqu'au faubourg de Naples, avec une logistique si rodée qu'elle rivaliserait avec celle des grandes compagnies commerciales de l'époque. Et l'hôtel lui-même. Ah, mes amis, quelle merveille d'architecture adaptée au vice. Au rez-de-chaussée, des salons somptueux où ces messieurs-dames discutaient philosophie en dégustant des mets raffinés et en sélectionnant leur divertissement de la soirée. Tentures de soie, parquets de marqueterie, bibliothèque garnie des plus beaux ouvrages, l'élégance française dans toute sa splendeur. Mais descendez au sous-sol, et vous découvriez ce qu'ils appelaient pudiquement leur atelier de recherche philosophique, des salles d'attente, des chambres de préparation, des laboratoires d'expérimentation et même des espaces de récupération pour ceux qui survivaient aux séances. Car, voyez-vous, nos philosophes de salon avaient développé un concept particulièrement sophistiqué, la cruauté réfléchie. Il ne s'agissait plus simplement de satisfaire des pulsions, mais d'explorer, disait-il, les implications métaphysiques du pouvoir absolu. Pouvions-nous, en tant qu'êtres supérieurs, transcender complètement les notions vulgaires de bien et de mal? Jusqu'où pouvait-on pousser la souffrance humaine avant que l'âme ne se brise? Y avait-il une différence fondamentale entre la nature d'un noble et celle d'un roturier? Autant de questions philosophiques qu'il prétendait étudier avec la rigueur de savant. Et il prenait des notes. Mes dieux, il prenait des notes. Des journaux rédigés dans la plus pure tradition des mémorialistes français, avec cette prose élégante et fleurie qui caractérise le XVIIIe siècle, décrivant leur expérience avec la même minutie qu'un naturaliste observant des papillons. Ces journaux, retrouvés par les révolutionnaires, étaient si abominables que les procureurs de la République, pourtant habitués aux horreurs de leur époque, ne parvenaient pas à les lire à haute voix lors des procès sans être pris de nausée. Mais attendez, car nous n'avons encore effleuré que la surface de cette fosse d'épouvante. Car nos aristocrates, blasés par des années de recherche, ont fini par s'ennuyer de la simple cruauté. Il leur fallait toujours plus de raffinement, toujours plus de sophistication dans l'horreur. Et c'est ainsi qu'ils inventent ce qu'ils appellent fièrement l'art vivant, des spectacles théâtraux d'une complexité époustouflante, utilisant des êtres humains comme matériaux artistiques. Le chef-d'œuvre de ce genre macabre, le Jardin des délices terrestres, créé en 1769 par Philippe d'Orléans dans les jardins de Saint-Cloud. Imaginez, si vous le pouvez, la reconstitution grandeur nature du triptyque de Jérôme Bosch, mais avec de vraies personnes. Des corps humains peints, modifiés, torturés, pour correspondre exactement aux figures du peintre flamand. Les invités, en habit de soirée, se promenaient dans ce tableau vivant en commentant l'ingéniosité artistique de la composition, tandis que les modèles,
agonisaient lentement dans leurs poses imposées. La préparation de ces spectacles nécessitait des mois de travail. Les victimes étaient détenues dans des conditions spécifiques, leur corps graduellement modifié par la famine, les drogues, les interventions chirurgicales pour correspondre aux exigences esthétiques. Des consultants artistiques, en réalité des bourreaux spécialisés, supervisaient ces transformations avec le soin méticuleux d'un sculpteur taillant le marbre. Et le succès de ces œuvres dépassa rapidement les frontières françaises. La marquise de Montano organisa ses propres mystères sacrés, des parodies blasphématoires où des enfants costumés en anges subissaient des supplices inspirés des martyrs chrétiens devant un public de prélats européens venus spécialement pour l'occasion. Ces productions devinrent si renommées que la société française développa un véritable commerce d'exportation, échangeant ses victimes et ses techniques avec les cours d'Allemagne, d'Italie et d'Angleterre. Mais le summum de cette institutionnalisation du mal intervient en 1762, quand Louis XV lui-même, ce roi débonnaire et amateur de chasse, prend une décision qui restera comme l'une des taches les plus noires de la monarchie française. Il légalise officiellement ces pratiques sous couvert de recherche philosophique d'État. Oui, mes amis, vous avez bien entendu. Le roi très chrétien, celui qui touchait les écrouelles et prétendait guérir par l'imposition des mains, a créé un département gouvernemental spécialement chargé de coordonner et de protéger ce réseau d'horreur. Le Bureau des études philosophiques, rattaché directement au ministère de la Maison du Roi, avec un budget annuel de 2 millions de livres prélevés directement sur le trésor royal. Cette officialisation changea tout. Ce qui n'était qu'un réseau criminel, aussi sophistiqué fut-il, devint une industrie d'État. Des fonctionnaires royaux coordonnaient désormais les enlèvements, des diplomates négociaient les échanges internationaux, des médecins de la faculté supervisaient les expérimentations. L'administration française, cette même administration qui prétendait incarner l'ordre et la raison, mit son efficacité légendaire au service du plus grand réseau de traite humaine que l'Europe ait connu. Les conséquences furent immédiates et dramatiques. Le réseau explosa littéralement, passant d'une centaine de victimes par an à plusieurs milliers. Des programmes d'échange furent établis avec les cours européennes, transformant Versailles en destination de pèlerinage pour tous les pervers couronnés du continent. Les registres montrent que le duc d'Orléans dépensait à lui seul plus de 2 millions de livres par an pour ses recherches, soit l'équivalent du budget annuel d'une province entière. Et bien sûr, cette industrialisation de l'horreur nécessitait une documentation administrative minutieuse. Chaque transaction, chaque transfert, chaque expérience était soigneusement consignée en triple exemplaire, ostensiblement pour les besoins de la recherche, mais en réalité comme moyen de chantage mutuel pour garantir le silence de tous les participants. Mais comme toutes les créations de l'orgueil humain, ce système portait en lui les germes de sa propre destruction. Car voyez-vous, mes amis, il est impossible de faire disparaître plusieurs milliers d'enfants par an sans que personne ne s'en aperçoive, surtout quand on opère à une telle échelle industrielle. Les réseaux de recrutement, d'abord si discrets, commencèrent à laisser des traces béantes. Dans les faubourgs de Paris, dans les campagnes de Normandie, en Bretagne, partout les familles pauvres signalaient la disparition mystérieuse de leurs enfants. Les hospices se vidaient, les orphelinats voyaient leurs pensionnaires s'évaporer dans la nature, et bientôt, même la police corrompue ne put plus ignorer l'ampleur du phénomène. Mais le véritable talon d'Achille du système, c'était son coût. 2 millions de livres par an pour le seul duc d'Orléans, des sommes astronomiques pour maintenir les installations, corrompre les autorités, financer le réseau international. Tout cela laissait des traces comptables que les révolutionnaires de 1789 ne manquèrent pas de découvrir. Et quand le peuple français, déjà exaspéré par les impôts et la famine, apprit que ces derniers sous-servaient à financer de telles abominations, sa colère dépassa tout ce que l'histoire avait connu. Le coup de grâce intervint le 14 septembre 1792, quand les sans-culottes découvrirent par hasard les archives complètes du Bureau des études philosophiques, soigneusement conservées dans les caves du Louvre. 28 ans de documents, de correspondances, de rapports détaillés, de listes de victimes, de comptes rendus d'expérience.
La preuve irréfutable, noir sur blanc, de la complicité systématique de l'État dans ses crimes contre l'humanité. Ce fut un tsunami judiciaire sans précédent. Les révolutionnaires, déjà peu tendres avec l'aristocratie, découvraient que leurs pires soupçons étaient en réalité en dessous de la vérité. Les procès qui suivirent furent d'une violence inouïe, alimentés par une rage populaire que rien ne pouvait plus contenir. Face à leurs propres écrits lus publiquement, face aux témoignages des rares survivants, beaucoup d'aristocrates choisirent le suicide plutôt que l'humiliation publique. Le duc d'Orléans se jeta par la fenêtre de sa cellule la veille de son procès. La marquise de Montano s'empoisonna avec un poison qu'elle dissimulait dans sa bague. Richelieu lui-même fut retrouvé pendu dans sa geôle avec les draps de son lit. Mais le scandale dépassa largement les frontières françaises. Les archives révélaient l'implication directe de dizaines de nobles européens, provoquant des crises diplomatiques en cascade. L'empereur d'Autriche dut rappeler précipitamment son ambassadeur. Le pape excommunia publiquement plusieurs cardinaux, français, et même Georges III d'Angleterre, pourtant peu regardant sur la morale de ses alliés, rompit ses relations avec plusieurs familles aristocratiques françaises. Face à l'ampleur du désastre, les survivants tentèrent désespérément de faire disparaître les preuves. Des milliers de documents furent brûlés dans les cheminées des hôtels particuliers, des témoins furent assassinés, des archives entières disparurent mystérieusement. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, nous ne connaissons probablement qu'une fraction de la vérité sur cette période. Les trous dans la documentation historique ne sont pas accidentels, mes amis. Ils sont le fruit d'un effort systématique pour effacer les traces de ces crimes. Et c'est là, dans cette tentative désespérée de dissimuler l'indissimulable, que réside peut être la leçon la plus profonde de cette histoire. Car, voyez-vous, nos aristocrates avaient cru pouvoir pervertir la raison elle-même, utiliser l'intelligence et la culture comme instruments de leur dépravation. Ils avaient pensé que leur sophistication intellectuelle les mettait au-dessus des lois morales communes, que leur raffinement leur donnait le droit de traiter leurs semblables comme des objets. Mais la réalité les rattrapa avec la brutalité implacable de l'histoire. Leurs excès, qu'ils croyaient preuve de leur supériorité, furent précisément ce qui provoqua leur chute. En déchirant le tissu social, en poussant l'injustice au-delà de toute limite supportable, ils créèrent les conditions de leur propre destruction. L'ironie suprême, c'est que ces hommes qui se croyaient des surhommes nietzschéens avant la lettre furent finalement broyés par les forces qu'ils avaient eux-mêmes déchaînées. Cette histoire, mes amis, n'est pas seulement celle de la France du XVIIIe siècle. C'est un avertissement éternel sur les dangers du pouvoir absolu, sur la façon dont l'intelligence peut être corrompue pour servir le mal, sur les abîmes dans lesquels peut sombrer une société quand ses élites perdent tout sens moral. Elle nous rappelle que la vraie civilisation ne se mesure pas à la beauté de ses palais ou au raffinement de ses arts, mais à la façon dont elle traite ses membres les plus faibles. Et surtout, elle nous enseigne que la justice, si elle peut parfois tarder, finit toujours par triompher. Car voyez-vous, malgré tous leurs efforts pour effacer les preuves, malgré tous les documents brûlés et tous les témoins réduits au silence, la vérité a survécu. Elle a survécu parce que quelque part, des hommes et des femmes ont eu le courage de préserver ces témoignages accablants au péril de leur vie. Si ce chapitre caché de l'horreur aristocratique vous a amené à vous demander quelles autres vérités sont enfouies derrière les façades polies du pouvoir, appuyez sur le bouton d'abonnement, car nous ne faisons que commencer à exposer les cruautés systématiques que l'histoire officielle préfère oublier. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la façon dont le pouvoir corrompt la raison morale. Et n'oubliez pas, les preuves de tout ce que vous venez d'entendre ont survécu parce que quelqu'un a eu le courage de les préserver malgré les dangers. Si cette exploration des secrets les plus sombres de l'histoire vous a laissé vous demander quelles autres vérités macabres se cachent dans l'ombre, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir un autre chapitre choquant que les autorités ont tenté d'effacer.